gouvernants. Leur devoir est de gouverner par l'exemple, en gérant les affaires publiques avec probité, dans la transparence et l'efficacité. Il leur incombe d'intérioriser le principe de redevabilité qui oblige les gouvernants à rendre régulièrement compte au peuple de la mise en œuvre des politiques publiques et l'exécution de leurs missions respectives. Bonsoir à tous. Notre invitée ce soir est la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Madame Aïssatou Abdoulaye Tondi. Madame la ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du bilan de vos actions à la tête du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Un ministère qui se trouve aujourd'hui au cœur de toutes les préoccupations de notre jeunesse qui aspire à un emploi, donc à un recrutement dans la fonction publique. Madame la ministre, vous êtes nommée à ce poste depuis le 9 août 2023 et cela fait exactement un peu plus de 2 ans et demi que vous conduisez la politique du gouvernement en matière d'emploi. Alors, Madame la ministre, vous allez nous dire concrètement quels sont vos résultats après 30 mois que vous êtes à la tête de ce ministère. Et pour entamer cet entretien, cette première question, Madame la ministre, pouvez-vous très sincèrement nous faire le diagnostic de la fonction publique nigérienne? Merci, M. Tchemogo. Merci, M. Yero, M. Abari. Donc, je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, d'avoir placé à ma personne ce ministère. Mes remerciements vont à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ali Mohamed Lamine Zen, pour son soutien constant. Et mes remerciements vont aussi aux autres membres du gouvernement pour leur collaboration. Merci à vous aussi, la RTN, pour parler de la mise en œuvre des réalisations que j'ai eu à faire au sein de mon ministère. Comme vous l'avez dit, M. Tchemogo, vous avez parlé de diagnostic. Moi, je me dis que c'est un peu osé de parler de diagnostic, mais par conséquent, je présenterai quelques défis majeurs du moment. Il s'agit, entre autres, des dispositions des tests régissant de la fonction publique inadaptées au contexte actuel. Il s'agit de la modification de l'âge de la retraite qui a des répercussions sur la formation, le reclassement, la gestion des cas sociaux liés à la sécurité, les effectifs insuffisants qui ne sont pas en adéquation avec les besoins réels de notre administration. On ne recrute que des cadres A, des gens qu'on recrute sans vocation de leur filière. La lourdeur administrative qui rallonge le délai de traitement des dossiers. Au sein du ministère, nous avons mis un délai de 70 heures pour le traitement des dossiers. Mais certains dossiers sont gérés par plusieurs ministères avant leur signature. Ce sont les actes internes seulement que nous gérons. Si ça part aux finances, il faut que ça prenne du temps pour qu'il y ait le visa du contrôleur financier. Ce qui fait que les actes durent chez nous. On a l'observance d'un comportement non éthique au sein de notre administration. Il y a des gens qui abandonnent les postes, surtout à l'intérieur du pays. Le comportement face aux usagers, une forte demande de prestations de la part des usagers, le volume des dossiers que nous recevons dans le cadre du traitement des dossiers des agents, des concours. Nous avons aussi les demandes de non-engagement que nous gérons au niveau du ministère. Tout ce travail
repose sur nous. Nous avons 198 agents au sein du ministère, dont 147 cadres et 51 auxiliaires. Nous avons été renforcés tout récemment par une vague de 228 appelés de service civique. Alors, Madame la ministre, oui. Au regard de tout ce que vous venez de développer, quelle politique mettez-vous en œuvre pour une meilleure gestion de la fonction publique nigérienne? Donc, notre politique est alignée sur le programme de la refondation de la République à son axe 2, promotion de la bonne gouvernance. En effet, elle mise une gestion renouvelée centrée sur la personne et sur la performance. Elle permet à la fonction publique de déployer l'expérience employée et de se démarquer comme un employeur de choix en offrant un parcours professionnel enrichissant du moment de postuler à un emploi jusqu'à la retraite. Il s'agit à terme d'améliorer la performance de la fonction publique à travers la modernisation des processus, la promotion du mérite et la lutte contre les mauvaises pratiques. Ainsi, dès ma prise de fonction, j'ai traduit la lettre de mission qui m'a été confiée en 9 axes d'action concrètes, à savoir l'actualisation des textes en vue de renforcer l'efficacité de l'administration publique, la simplification et la dématérialisation des formalités administratives, la promotion du professionnalisme, la répartition optimale du personnel sur le territoire, la mise en place d'un cadre de mesure de la performance, la promotion du dialogue social, l'extension de la protection sociale, la promotion de l'emploi des jeunes et de l'auto-emploi. L'alignement des textes de notre administration sur ceux de l'AES, tels sont, à mon avis, les piliers d'une bonne politique de gestion des ressources humaines et conséquemment de la fonction publique. Vous avez parlé tout à l'heure de l'absentéisme parmi les défis, notamment à l'intérieur du pays. Oui. Qu'avez-vous fait concrètement pour résoudre ce problème? Vous savez, en ce qui concerne l'absentéisme, les gens condamnent le ministère de la fonction publique, alors que chaque ministre a la gestion autonome de son ministère. Chaque ministre. Vous voyez, nous avons des organisations internes à chaque ministère. Nous sommes reliés par l'IGA, l'Inspection générale de la gouvernance administrative. Depuis les événements, n'a pas été opérationnel. Donc nous, en tant que fonction publique... Depuis les événements du 26 juillet, vous voulez bien dire? avant les événements, je pense bien. Ça n'a pas été... L'IGA a été dissoute, je crois. L'IGA a été dissoute, oui. Oui. Vous voyez, c'est à travers l'IGA qu'on pouvait faire les inspections. Nous ne pouvions pas nous lever pour aller inspecter un autre ministère. Vous voyez, c'est à travers l'IGA. Hein? C'est l'IGA qui désigne un représentant avec ceux de mon ministère. Mais il devrait y avoir une organisation interne à travers les inspecteurs de service. Les gens pensent que quand tu nommes quelqu'un inspecteur de service, il est au garage. Alors que c'est à eux de faire le travail à l'interne, de veiller au respect strict des horaires de travail, de veiller à ce que les agents soient sur leur poste de travail. Vous voyez, c'est une direction qui est rattachée au ministre. Vous voyez, à part le secrétariat général, il y a l'inspection générale de service. Et ils doivent rendre compte directement au ministre. Vous avez parlé également, parmi les défis tout à l'heure, de l'âge de la retraite. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu plus et qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cela? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas longtemps que ça a été ramené à 62 ans au lieu de 60 ans. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Et en quoi est-ce que cet âge est parmi les défis de votre ministère? L'âge est parmi les défis de notre ministère parce que nous avons remarqué que l'administration est une administration vieillissante. Vous voyez, ceux qui sont en poste, présentement, si on peut le dire, ils sont fatigués. Ils ne répondent pas réellement aux besoins réels de l'administration publique. C'est quelque chose que nous avons trouvé sur la table. On n'a fait qu'exécuter.
avec les centrales syndicales, c'est eux qui ont demandé à ce qu'on rehausse l'âge de la retraite. Tout récemment, nous avons rehaussé pour les auxiliaires aussi. Un auxiliaire, nous tous, nous reconnaissons qu'à 62 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais alors, que comptez-vous faire? Ou bien on va continuer comme ça à garder dans l'administration publique nigérienne des gens qui n'ont pas les performances nécessaires pour faire fonctionner le service? Mais nous allons faire des recrutements au fur et à mesure. En tout cas, nous, au niveau du ministère de la fonction publique, c'est ce que nous faisons. Nous priorisons les jeunes pour les postes de responsabilité. Madame, moi, par rapport à la deuxième question et parlant de la politique pour une meilleure gestion de la fonction publique, j'ai trois petites choses à vous demander. La première, je sais qu'il y a un programme de recrutement de 1500 agents de la fonction publique pour compenser le départ massif à la retraite. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est par rapport à ça, parce que ça a été annoncé, un départ, 1500 agents. 1500 agents. Pour compenser le départ massif. Pour compenser le départ. C'est 1500 agents que nous avons prévu de recruter à la fonction publique. C'est pour remplacer les départs à la retraite. Tout à fait. Oui. C'est au niveau des finances. Nous attendons les postes budgétaires. Donc rien n'a été fait dans ce dossier-là? Rien n'a été fait. Et quand on prend l'exemple du Sénégal que j'ai vérifié, et là-bas, c'est 8000 agents qu'ils ont recrutés en une année, face aux mêmes défis que vous avez au niveau du ministère. Et ici, c'est 1500. Vous savez... Qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Parce que le départ, vous l'avez dit vous-même dans votre introduction et tout, que c'est une réalité qui est là. La fonction publique, elle est vieillissante, il faut remplacer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que s'il n'y a pas d'agents efficaces, comment on peut avoir une administration efficace? Il faut qu'on ait des agents qui vont travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous attendons les finances. D'accord. Oui. Dès que les postes budgétaires seront disponibles, nous allons faire le recrutement. D'accord. Vous savez, c'est tout un processus pour un recrutement. Bien sûr. Oui. D'accord. Autre chose, madame, le recensement biométrique, ça aussi on l'a annoncé pour maîtriser l'effectif de la fonction publique. Parce que le problème aujourd'hui, c'est maîtriser l'effectif de la fonction publique. Or, il y a eu un projet de recensement biométrique pour maîtriser. On est où par rapport à ce projet? Qu'est-ce qui se passe? Le recensement biométrique, ce n'est pas à notre niveau, c'est au niveau du ministère des Finances. D'accord. Le processus est en cours. Vous savez, nous avons des priorités. Oui. Tout est lié à l'argent. Tant que nous n'avons pas les fonds nécessaires, nous ne pouvons pas faire certaines choses. Parlons du dialogue social, parce que vous l'avez évoqué. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain, ce dialogue social, avec les partenaires sociaux, les syndicats et tout? Concrètement, on doit avoir une idée. Nous n'avons pas de problème avec les centrales syndicales, à mon avis. Vous venez de l'évoquer, la question de l'emploi est un défi au Niger, un défi énorme, une priorité parmi les priorités. Et quelle politique de l'emploi dans notre pays? Donc, pour répondre à cette question, il convient de rappeler brièvement les caractéristiques du marché du travail nigérien, qui est marqué par une forte croissance de la population active, induisant un déséquilibre entre l'offre et la demande du travail, une forte prédominance de l'emploi informel, un chômage élevé des jeunes et un sous-emploi massif. Face à ces défis, la nouvelle politique en instance de validation est arrimée sur le programme de la refondation de la République, notamment l'axe 4, accélération des réformes sociales. Elle sera orientée vers la promotion de l'emploi productif, décent, inclusif et durable pour tous. En faisant du développement du capital humain, de la transformation structurelle de l'économie et de l'entrepreneuriat les principaux leviers d'insertion professionnelle et de réduction de la pauvreté au Niger. Elle va se reposer sur les axes stratégiques après. La promotion d'une croissance plus riche en emplois décents, l'amélioration de l'employabilité des ressources humaines nigériennes et du fonctionnement du marché du travail, la promotion de l'emploi des groupes défavorisés et de l'emploi local, le renforcement de la gouvernance du secteur de l'emploi. Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de la politique nationale de l'emploi en vigueur, mon département ministériel, à travers ses structures, sous tutelle, collecte et gère les données sur le marché du travail. Vous savez, nous avons à notre ministère l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, qui s'occupe des enquêtes et sur la base de données qui font ressortir 134 295 emplois créés pour cette année, dont 41 812 emplois permanents et 92 483 emplois temporaires. Tout secteur confondu? Tout secteur confondu. Public, privé, parapublic.
Nous avons aussi l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Nous, on fait la promotion de l'emploi au niveau du ministère. Nous avons à l'ANPE une base de données. Vous voyez que les jeunes vont là-bas pour s'inscrire dans cette base de données. Tant que cette base de données-là, elle n'est pas qualifiée, on ne peut pas faire la promotion de l'emploi. Il faut que les gens vont là-bas. Parce que vous voyez, avec les expatriés, quand ils nous font les demandes de visa, on les réfère à la base de données de l'ANPE. Et nous n'avons pas une base de données fiable. Même s'ils veulent recruter, ils ne trouvent pas le profil. Des fois, ils sont obligés de ramener des expatriés. Vous voyez? En fait, c'est ça le gros problème. Les gens n'accordent pas de l'importance à l'ANPE. J'encourage les jeunes à aller vers l'ANPE. Est-ce que ce n'est pas parce que l'ANPE est resté archaïque, toujours dans les mêmes locaux, avec les mêmes méthodes? Est-ce qu'il ne faudra pas moderniser l'ANPE, Madame la Ministre, pour attirer les jeunes ou à faire encore confiance? Il y en a qui disent qu'on va vers l'ANPE, on s'inscrit, on prend la fameuse carte qu'on paye d'ailleurs, mais après, plus rien. Tu déposes ton dossier, personne ne te fait signer, il n'y a pas d'offre. Est-ce que ce n'est pas cette perte de confiance qui a conduit les jeunes à ne plus avoir envie d'aller s'inscrire à l'ANPE? Je crois que les choses ont changé. Ils n'ont qu'à retourner là-bas. Ils verront le changement d'eux-mêmes. Aujourd'hui, au niveau de l'ANPE, on enregistre combien de chômeurs au Niger? L'ANPE a recensé 46 557 demandeurs d'emploi. À date? À date. Pour une offre d'emploi de 6 834, dont 6 705 ont été satisfaites. Puisqu'on parle de la politique, Madame la Ministre, quelle est votre politique concernant l'emploi dans le secteur privé? Ce que nous faisons, vous voyez, en matière de renforcement de capacité, nous plaçons en stage des jeunes. Tout récemment, nous avons eu à former des jeunes dans la région du Maradi pour l'insertion professionnelle. Ils ont été formés sur la menuiserie, la cuisine. Et après la formation, on leur a offert des kits. Nous ne faisons qu'accompagner ces jeunes. Mais en cas de non-respect de clause de contrat de ces jeunes, ils reviennent chez vous à travers l'inspection du travail. C'est bien ça, Madame la Ministre? À travers l'inspection du travail qui est chez vous, quand ils ont des difficultés, ils reviennent. Quand il n'y a pas de respect de clause de contrat, par exemple par un employeur, ils reviennent chez vous. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes, Madame la Ministre, notamment pour ceux qui travaillent dans le secteur privé, dans les banques, c'est des stages à n'en point finir, c'est des salaires au minima. Souvent, les gens sont très mal payés et sont sous pression. Ils peuvent être licenciés à tout moment. Même dans les compagnies de téléphonie mobile, ce défi. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est la conciliation. Est-ce qu'il ne faut pas rappeler à l'ordre ce type d'employeurs, souvent des secteurs privés, des investissements privés qui viennent d'ailleurs et qui se permettent souvent de malmener les jeunes Nigériens? Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Est-ce qu'il ne faudra pas sévir ou ramener les gens à l'ordre? On fait de notre mieux au niveau du ministère. Tant que nous sommes saisis, nous nous déplaçons nous-mêmes pour aller voir ces structures-là. Pour aller dans le même sens, Madame la Ministre, j'aimerais parler des emplois précaires. Abari a commencé à citer, je rallonge un peu la liste avec les pompistes des stations-service, les conducteurs de taxi, les employés des agences, des sociétés de transfert d'argent qui se retrouvent dans des emplois, on peut dire, précaires, souvent sans prestation sociale, ils ne sont pas inscrits à la caisse, ils n'ont pas de prise en charge sanitaire. Tout ça, qu'est-ce que votre ministère fait pour améliorer la qualité de vie de ses concitoyens? Et surtout imposer le respect de la réglementation nigérienne aux promoteurs de ces entreprises? Vous savez, en ce qui concerne ces promoteurs de ces entreprises, le contrat même en tant que tel, parce que la dernière fois, nous avons eu à effectuer des visites au niveau de la STM. Les contrats de travail même qui signent, les jeunes sont pressés de prendre service. Oui. Au lieu de s'assurer de la conformité de leur contrat avant la prise de service, ils ne le font pas. En fait, c'est eux-mêmes qui ne nous encouragent pas. Nous voulons être associés à tout ce qu'il y a comme contrat de travail. Mais ils ne nous associent pas. Et que font en ce moment les inspecteurs de travail? Parce que vous avez quand même des inspecteurs de travail chargés de veiller à... Oui, ces inspecteurs de travail veillent à ça.
il veille au contrôle. Qu'il veille à ça, il y a cette situation que vous non, venez la situation, elle est là. Non, la situation, ça ne nous engage pas. Ok. Oui, nous, c'est quand il y a des problèmes qu'ils viennent vers nous. D'accord. Mais lors de la signature des contrats, nous ne les voyons pas. Oui, ils ne passent même pas par l'ANPE. Normalement, ils doivent passer par l'ANPE pour signer ces contrats de travail. Les sanctions sont là. Voilà, oui. Les sanctions sont là. Les gens ont été sanctionnés ou pas? Nous ne sanctionnons pas. Oui. Oui, nous transférons les dossiers à la justice. C'est à la justice de sanctionner, pas à nous. Oui, d'accord. Oui, nous partons, nous faisons les constats. Et il y a eu déjà un cas de sanction ou pas dont vous êtes au courant par rapport à cette situation que vous-même vous venez de décrire en tant que ministre de la fonction publique et du travail? Oui. Ici, il y a eu un cas de sanction. Oui, bien sûr, puisque vous avez dit que ces entreprises ne vous facilitent pas la tâche. Oui. Puisqu'il n'y a même pas dans certains cas de contrat. Oui. Et même s'il y a ce contrat, il n'est pas signé. Que fait le ministère du Travail par rapport à cette situation? C'est tout. Qu'est-ce que fait le ministère? Qu'est-ce que fait le ministère? Le ministère par rapport à cette situation dont vous êtes au courant? Parmi les attributions du ministre, du ministère, c'est aussi de protéger, les employés. Mais nous faisons de notre mieux. C'est ce que je vous ai dit. Nous n'avons pas le dernier mot. Nous ne faisons que constater. Et après, envoyer à la justice. Oui. Vous avez tout à l'heure parlé des inspecteurs qui étaient sur le terrain et qui ont pu constater des choses. Oui. Quelle est la suite donnée à ces inspections? La suite donnée à ces inspections, ces inspecteurs-là, ils nous remontent l'information. Les dossiers, comme je vous l'ai dit, c'est remonté à la justice. C'est la justice qui doit trancher, pas nous. Parce qu'il y a des jeunes qui disent que s'ils ont des difficultés, ils ne vont même pas chez les inspecteurs. Parce que quand tu vas chez l'inspecteur, c'est lui qui se déplace, qui va dans la société. Et souvent, ce sont ces jeunes qui finissent avec des réprimandes, des remontrances et qui n'ont pas de solution. Souvent, il y a des jeunes aussi qui sont vraiment réticents par rapport à la revendication, si vous voulez, de leurs droits. Et ils hésitent souvent à aller chez les inspecteurs parce qu'ils se disent que même si tu vas chez l'inspecteur, il est plus du côté de l'employeur que de ton côté. Non, je ne pense pas. Il y a ce genre de jugement, madame la ministre. Je ne pense pas. Maintenant, par rapport à la politique, toujours de l'emploi, puisque nous avons la ministre de la fonction publique en face de nous, il faut quand même qu'on pose quelques questions. Et par rapport à la couverture médicale universelle pour les agents actifs et les retraités, on est à quel niveau? Parce qu'il y a une couverture médicale universelle pour quand même des gens qui ont donné toute leur vie dans le travail. Qu'est-ce qui est fait par rapport à ça au niveau de votre ministère, pour comprendre un peu si cette couverture médicale universelle existe ou pas? Et si elle n'existe pas, qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour venir en aide à ces agents qui ont travaillé toute leur vie? Ok. Voilà. Donc nous avons une caisse nationale de la sécurité sociale qui assure 3 branches garantissant aux travailleurs certains risques de leur période d'activité et une pension après retraite. Les effectifs couverts par la caisse sont de 87 733 assurés. À côté de cette caisse, nous avons une mutuelle de santé des agents de l'État qui a été créée pour amondir les dépenses liées à la santé des agents de l'État et leurs familles. Cette dernière compte aujourd'hui 20 019 enrôlés. Sur tout un autre plan, nous avons l'Agence nationale des mutuelles sociales qui a été mise en place pour fédérer et accompagner les mutuelles sur toute l'étendue du territoire. Et toutes ces mutuelles aujourd'hui, elles fonctionnent correctement? Correctement, oui. D'accord. Ok. Et l'autre aspect, toujours par rapport à cette politique d'emploi, je vais revenir un peu sur le régime de la retraite. Et la question, c'est les femmes. Parce qu'on a fait des investigations, les femmes qui cotisent toute leur vie et qui, malheureusement, si elles sont à la retraite, c'est vrai, il y a la pension, mais dès qu'elles décèdent, personne ne peut hériter de ça. Alors que l'homme, lui, quand c'est le cas de l'homme, ça continue. Pourquoi les femmes aujourd'hui ne peuvent pas s'en... Vous êtes ministre, vous êtes femme. Comment on peut comprendre aujourd'hui que les femmes qui cotisent toute leur carrière pendant 30 ans, 40 ans, dès qu'elles décèdent, la pension, elle s'éteint? Vous savez, nous sommes régis par les dispositions du Code du travail, qui est actuellement en révision. Oui, nous allons tenir compte de ça. D'accord. Oui. Donc prochainement, ce cas-là sera réglé? Tout à fait. C'est la ministre de la fonction publique qui le dit? Oui. D'accord. Cette situation vient du Code du Code du travail, oui. Madame la ministre, l'accès à la fonction publique soulève 2 principaux problèmes. La disponibilité des postes à pourvoir et la bonne organisation des concours. Quels sont vos efforts et résultats sur ce sujet? D'accord. Comme je vous l'ai dit au tout début, les moyens financiers et les priorités du gouvernement.
Donc les effectifs varient de manière vraiment timide. Qu'à cela ne tient, les secteurs sociaux de base ont toujours attiré l'attention de notre gouvernement, car malgré les tensions de trésorerie qu'a connu notre pays en 2025, les recrutements ont eu lieu dans le secteur de la santé. Le dernier recrutement date de quelle année, de quand exactement? Le recrutement du ministère de la Santé, Oui. c'est récent. Non, c'est le dernier recrutement que la fonction publique a eu à faire. Le dernier. Le dernier recrutement date de quand à la fonction publique? À la fonction publique, moins d'une semaine. Ah oui. Il y a eu déjà un recrutement. Oui, il y a eu un recrutement. De quel type d'agent? Les auxiliaires du ministère des Finances. Des Finances. Oui. Ils ont été recrutés Et il y a une semaine. Oui. D'accord. D'accord. Et nous avons aussi tenu compte des recommandations des assises. Nous avons eu 2 cas. Il y avait un concours du ministère des Affaires étrangères et un concours du ministère des Finances. Nous avons pu finaliser celui des Affaires étrangères qui concerne 61 agents, mais celui des Finances n'a pas pu prospérer parce que c'était même parti à la Hadsia. Il y a même eu des gens qui ont été emprisonnés pour ça. Donc, nous Vous parlez du concours de 2015? Pour des cas de fraude. Vous parlez du concours de 2015? Le concours de 2015, oui. Depuis mon arrivée, le respect strict des dispositions en matière de recrutement nous ont permis de faire plusieurs concours sans contestation. Vous n'avez pas cité l'organisation de concours comme défi dans les différents défis que vous avez évoqués au niveau de la question numéro 1, Madame la Ministre. Que faites-vous pour ne pas revivre le même scénario du concours du ministère des Finances que vous avez évoqué? En ce qui concerne l'organisation des concours, je vais vous renvoyer à la loi 2007-26 du 23 juillet et ces tests réglementaires qui encadrent la participation de tous les acteurs. Parce que vous voyez, il doit y avoir les représentants de la présidence, de la primature, des finances, de notre ministère et du ministère demandeur du concours. Vous voyez, s'il y a tout ce beau monde-là, je ne peux pas savoir comment est-ce qu'il peut y avoir une fraude. Ce n'est pas la fraude qui pose problème, Madame. Oui. Je me fais un peu plus clair. Vous pouvez ajouter sur cette liste-là même les institutions chargées de lutter contre la fraude. On a vu le cas de Halcia Machi. Sauf que le problème qui se pose aujourd'hui dans ce pays, vous organisez un concours, Madame la Ministre. Il y a 1 ou 2 personnes qui échouent. Ces 2 personnes vont arriver à remettre en cause le concours. On a vu plusieurs cas. Parce qu'ils ont échoué, ils vont sur tous les toits, ils utilisent tout ce que vous connaissez comme YouTube, Facebook, Instagram pour faire du bruit partout. Ils disent que c'est mal fait, que l'autre est lié à un tel, qu'il y a des problèmes de famille, que c'est des recrutements fondés sur cette base. Et ils embobinent tout le monde. Ils vont sur tous les médias faire du bruit et ils font capoter le concours et ils le remettent en cause et on se retrouve dans des cas où personne ne peut résoudre le problème. Je ne vais pas vous citer les cas des concours, mais il y a des concours aujourd'hui qui font 6, 7, 8, 9, 10 ans, où c'est 1 ou 2 personnes qui ont remis en cause ce concours-là et que jusqu'à présent, ce concours, personne n'arrive à les valider. Et ça continue dans ce pays. Je voudrais savoir, vous, au niveau de votre ministère, parce que vous allez recruter aujourd'hui 11 000 au niveau des enseignants, 6 000 au niveau du ministère de la Santé. Certainement, il y aura 1 ou 2 personnes qui vont aller faire des déclarations, pestiférer, aller chez les syndicats. Des syndicats seront créés à cet effet pour contester. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour vraiment encadrer ce type de comportement pour que ça ne se répète pas dans notre pays? Parce que les gens ont plus ou moins pris en otage l'organisation des concours, Madame la Ministre. Pour l'organisation des concours, il y a un dépôt de dossiers. Maintenant, ces dossiers-là, ils sont soumis à la correction. On va aller, on va vérifier le dossier de la personne. Vous voyez? Et s'il n'y a pas de preuves, pourquoi annuler le concours? Est-ce qu'il ne faut pas commencer à châtier ce genre de comportement, Madame la Ministre? Parce que tu as échoué, tu remets en cause tout un recrutement. Ce genre de comportement, jusque-là, nous ne l'avons pas vu. Parce que vous voyez, il y a une première liste qui sort, la liste de présélection. La liste de présélection et la liste de ceux qui ne sont pas admis. Vous allez voir, il y a plusieurs colonnes. Il y a les observations, il y a le motif du rejet qui est là. Donc, pourquoi la personne va se plaindre? Puisque nous parlons de vos efforts et des résultats, Madame la Ministre, quelle est aujourd'hui l'ampleur de l'utilisation des faux diplômes dans l'administration publique nigérienne? Est-ce que vous avez eu à faire face à débusquer ce genre de situation et quelle en est l'ampleur? En ce qui concerne l'ampleur des faux diplômes, nous jusque-là, nous n'avons pas eu ce cas-là. La seule difficulté que nous avons
rencontré au niveau des pièces des agents de l'État. On s'est retrouvé avec une archive vide. Pour constituer les dossiers d'un agent, maintenant, il faut... Tout récemment, nous avons envoyé des correspondances aux différents ministères pour constituer les dossiers de leurs agents, qui sont presque vides. C'est maintenant qu'ils sont en train de le faire. Madame la ministre, oui. J'aimerais savoir concrètement, vous n'avez pas engagé un processus pour vérifier les diplômes. Est-ce pour ça ou est-ce que vous avez vérifié mais vous n'avez pas trouvé de faux diplômes? Nous n'avons pas trouvé de faux diplômes. Alors, Madame la ministre, quel est aujourd'hui l'effectif de la fonction publique nigérienne et quel mécanisme avez-vous mis en place pour assurer la formation continue et l'évolution des carrières des agents publics au Niger? Donc, tout d'abord, il faut entendre par fonction publique tous les services publics qui concourent aux besoins de satisfaction de l'intérêt général. Il s'agit de tous les agents régis par le statut général de la fonction publique, le statut des agents auxiliaires et le statut autonome. Vous savez que j'ai sous ma coupe le statut général de la fonction publique et le statut des auxiliaires. Ainsi, à date, l'effectif de la fonction publique est de 61 650 agents. 61 650 61 650 pour la fonction Toute publique. catégorie confondue. Donc, 55 404 cadres et 5 555 auxiliaires. Nous avons 895 contractuels. Les contractuels, ça regroupe les chefs traditionnels, les AD, les conseillers, les cabinets des différents ministères. Au total, 800. Ah oui. J'avoue, il y a un effort qui a été fait parce qu'avant, un grand effort. Des dizaines de milliers de contractuels, ça on sait, sous l'ancien régime, je vais dire. Tout à fait. Donc ça, au moins, il y a un effort qui a été fait pour arriver à ce stade de 800. Il faut saluer ça. Oui. D'accord. Il faut saluer. Et le matriculaire est géré dans mon cabinet. Pour mieux organiser. Pour mieux organiser, oui. Au niveau privé? Donc, pour la formation continue, prévue par le statut général, c'est l'organisation annuelle des concours professionnels et les facilités accordées aux agents de l'État pour accéder aux bourses de coopération. À ce niveau, il faut noter que 54 concours professionnels ont été organisés et 3 offres de bourses de coopération. Le tout ayant permis la formation de 1211 agents de l'État. Quant à l'évolution de la carrière de l'agent public et les fonctions de la formation en cours d'emploi, les avancements, les bonifications, les rappels d'ancienneté. En tout cas, pour l'année 2025, toutes les commissions ont été tenues. À mon arrivée, j'ai trouvé des commissions de 2019. Qu'est-ce qui justifie cette léthargie, Madame la ministre? Une commission qui n'arrive pas à siéger 6 ans, 7 ans après? En tout cas, un dysfonctionnement antérieur. Oui. Comment vous gérez, Madame la ministre, le dossier des agents qui vont à la retraite à 60 ans dans certaines structures et après 60 ans sont reversés chez vous pour compléter les 2 ans restants, parce que c'est des agents de la fonction publique qui ont été mis à disposition d'un certain nombre d'institutions ou de structures spécialisées. Et après 60 ans dans ces structures-là, ils doivent regagner le ministère de la fonction publique pour finir les 2 ans. Beaucoup disent qu'ils ont des difficultés. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? C'est ce que les tests prévoient. En matière de solde aussi, comment vous gérez ces gens? En matière de solde, ce n'est pas à notre niveau que ça se gère. Vous transmettez le dossier? On transmet les dossiers, oui. Il y en a qui disent que les dossiers ne sont pas transmis, il y en a qui disent qu'ils sont revenus, ils n'ont même pas de repères. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la carrière de ces genres de personnes? Ou bien cette fin de carrière de ces personnes? Nous n'avons pas reçu des cas comme ça jusqu'à présent. Comme je vous l'ai dit dès au départ, ce sont des choses qui sont internes à chaque ministère. Madame la ministre, parlant de l'effectif de la fonction dont vous avez donné les chiffres tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui est saisissant. Parce que vous avez donné le chiffre de 55 000, je crois, cadres supérieurs, non? C'est contre 5 000 auxiliaires. Qu'est-ce qui s'est passé? 55 000 cadres supérieurs. Donc toute notre administration a que des cadres supérieurs qui sont là.
Je pose la question, 55 000 contre 5 000 seulement auxiliaires. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ce chiffre de 55 000? Mais M. Tchemogo, comment est-ce que vous pouvez comparer les cadres de l'administration? Il n'y a pas que les cadres supérieurs. Hein. Vous avez dit 55 000. Oui, 55 000, c'est la catégorie A, B, C, D, oui. Et les autres 5 000, c'est quoi? Les 5 000, ce sont les auxiliaires de l'administration. Oui. Okay. Les auxiliaires, ce sont les techniciens de surface. Les techniciens sur les plantons. Les coursiers. Oui. Madame la ministre, l'on observe une tendance globale de réversement de la pyramide qui consiste à avoir au sein de la fonction publique plus de cadres supérieurs que de cadres subalternes. On est toujours ici au niveau des cadres. Qu'en dites-vous? Et si tel est que cela est constitutif d'une difficulté, que faites-vous pour y remédier? Et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. La différence, oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai. Ici, en fait, on ne fait pas la différence entre les cadres et les auxiliaires. Oui. C'est même des cadres, en fait. Tout à fait. Parce qu'il y a cadre A2, A1, cadre exceptionnel, tout à fait. Jusqu'à B1, cadre C, élémentaire. Tout à fait, c'est vrai. Oui, vrai. On a tendance qu'on a plus de cadres qui sont les A2, A3. Il y a plus de généraux que de subalternes. C'est vrai. Voilà, c'est ça en fait la question. C'est vrai que la pyramide, elle est vraiment renversée. D'accord. Depuis plusieurs années, d'ailleurs, cela explique l'accroissement des écoles de formation dont les curricula ne prennent plus en compte la formation dans certaines catégories. Nous avons aussi l'évolution de la technologie qui impacte les offres d'emploi, les manques de plans de formation cohérents tenant compte de la structuration catégorielle des effectifs pour les statuts généraux et particuliers. Ainsi, notre fonction publique compte 40% d'agents de la catégorie A. 40%. 40% de la catégorie A au lieu de 15% d'agents de la même catégorie prévue par le statut général de la fonction publique. Donc là, on a laissé les gens partir comme ça chaque fois faire des stages vous savez, de formation et tout. Vous savez, avant, il y avait la disponibilité pour les études, pour les catégories A. Donc, ils partaient en formation, en vrac. Oui. On a fermé les yeux. Ils sont reclassés ensuite. Oui, et ils ont été reclassés. Tout ça, pourquoi? Oui. On revient sur le salaire. Tout le monde veut être catégorie A pour avoir un gros salaire. Un gros salaire. Vous voyez, c'est ça le problème. Nous avons 26% de la catégorie B au lieu de 30%, 21,53% de la catégorie C au lieu de 35% prévu par le statut général et 11,49% de la catégorie D au lieu de 20%. Tout le gros problème, c'est au niveau de la catégorie A. Même tout récemment, il y a des ministères qui m'ont envoyé leur demande de recrutement. Et j'ai remarqué qu'ils ont demandé plus de catégorie A. J'ai renvoyé pour leur dire de changer. Parce qu'on ne peut pas. Est-ce que ce déséquilibre n'est pas né du fait qu'il y ait un manque de recrutement continu et le départ massif à la retraite? Est-ce que ce n'est pas cela qui a amené ce déséquilibre-là? Est-ce que c'est ça? C'est la politique qui a amené ça, pour dire la vérité. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est la politique qui a amené ça. Parce que tout simplement, quand les politiciens sont là, leurs militants veulent aller se former, même quand ils ne répondent pas, ils font. C'est la politique qui a amené ça. Maintenant, comment faire pour y remédier, Madame la ministre? Puisque vous-même, vous êtes arrivé à ce point. Maintenant, pour remédier à cette situation, deux solutions sont envisageables. Nous avons la révision du statut pour l'adapter au contexte actuel et le recrutement massif des cadres moyens dans les secteurs qui utilisent les 10 cadres. Vous voyez? Et en revoyant les mises en position de stage, en tenant compte des reclassements en catégorie A. Tout ce travail devrait être fait à notre niveau. Et Inch'Allah, nous y parviendrons. À quand on peut espérer ce renversement de la pyramide? Bientôt, bientôt. Bien sûr, M. Tchemogo. Madame la ministre, pour un bilan non exhaustif de votre ministère, que faut-il retenir en termes d'action, de réforme et de résultats concrets? Donc, on peut citer, en termes d'action, nous avons eu à faire la révision de l'âge de départ à la retraite, l'âge limite d'accès à la formation continue qui a été rehaussé aussi, les outils d'évaluation, la révalorisation du SMIG, la réalisation d'une étude sur la motivation et la démotivation des agents de l'État, l'opérationnalisation de la mutuelle de santé des agents de l'État,
Nous avons eu la publication de la première annuaire statistique. Nous avons eu à faire la mise en place d'un système biométrique de contrôle de présence et d'assiduité des agents au travail. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour inviter tous les ministères à nous emboîter le pas. Et encore, nous avons eu à faire la numérisation des dossiers physiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, des agents de l'État et des actes signés. Voilà, en termes d'action. Le système biométrique que vous avez installé, c'est à l'entrée de votre ministère, Madame la Ministre? C'est à tous les niveaux. C'est-à-dire? C'est à tous les niveaux que se fait le pointage. Vos agents ne sont plus en retard. Ah, mes agents ne sont plus... Ils font plus de l'absentéisme? Pas du tout. Pas du tout. Pas d'absentéisme. Parce qu'il y a un contrôle rigoureux qui est fait par l'inspection générale des services. Vous avez parlé d'une étude de motivation. Quels en sont les résultats? Les résultats de Est-ce que les agents sont vraiment motivés au regard des résultats que vous avez eus? Au regard des résultats que j'ai eus, les agents sont motivés. C'est plutôt le manque de moyens de travail. C'est plutôt ça qui est le problème. Vous avez parlé aussi des dossiers numérisés. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les dossiers de tous les agents de l'administration publique sont numérisés? Tous les dossiers ne sont pas numérisés, c'est en cours de numérisation. Vous espérez terminer le processus d'ici à quand? D'ici la fin de l'année. Parce que vous savez, ce sont les ministères qui ne répondent pas vite. Madame la ministre, le gouvernement nigérien a décidé de recruter sans concours quelques 11 000 enseignants contractuels. À quel niveau d'évolution se trouve ce dossier tant attendu? Et ça, c'est peut-être la question qui fâche. Hein? Ah bon? Ah pourquoi? Oui, parce qu'on a annoncé à grande pompe ce recrutement de 11 015 enseignants contractuels depuis des mois et des mois. On avait même dit que ça allait... Il y avait même problème de date. Est-ce que c'est en 2026? Est-ce que c'est en 2027? On ne sait pas. Maintenant, puisque vous êtes là devant nous, ces contractuels-là, ils attendent de savoir qu'est-ce qui va se passer. D'accord. Voilà pourquoi ça peut fâcher, parce que les gens attendent. D'accord. Donc, à ce sujet, je saisis cette occasion pour rendre un hommage au ministre de l'Enseignement supérieur et à la ministre de l'Éducation nationale pour leur implication ayant permis l'aboutissement de ce dossier sensible. Ah, sensible, voilà. Vraiment. Voilà. Vraiment, je le sais. D'accord. Le processus de recrutement suit son cours. Le comité technique a fini la phase de saisie et de traitement de 54 294 dossiers réceptionnés. D'accord. Les données numériques issues du traitement seront mises à la disposition de la commission nationale définitive qui sera incessamment convoquée d'ici la fin du mois, Inch'Allah. La fin du mois de juin. La fin de ce mois. La fin de ce mois. Oui, c'est même sur mon bureau. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de ce mois? Nous allons convoquer la commission. D'accord. La commission nationale de sélection des dossiers. Les dossiers. Donc le concours là, Oui. on peut espérer la fin du processus d'ici la fin de cette année ou bien il faut l'année prochaine? Parce qu'on a comme l'impression, c'est ce qui s'est dit, quand on a investigué, que le gouvernement veut tirer sur... Non. Pour certaines raisons peut-être qu'on ne peut pas expliquer. Non. Concrètement, Madame la Ministre, ça va se faire quand? Ça va se faire d'ici la fin de cette année. 2026. 2026. Pas 2027. Pas 2027. Ah, ok. Non, c'est pour avoir cette assurance. Votre collègue de l'éducation nous a parlé ici de postes budgétaires. Est-ce qu'aujourd'hui, les postes budgétaires sont créés au niveau du ministère des Finances relativement à ce concours? Tant que les postes budgétaires ne sont pas créés, nous ne commençons pas le processus d'organisation du concours. Oui. Les postes budgétaires sont disponibles. Déjà? Oui. D'accord. Oui. Le concours aura lieu d'ici la fin de l'année. Oui. Mais pour l'année prochaine aussi, il y aura une autre vague de 11 015. Ah oui, non, c'est étalé sur 6 ans. C'est des engagements qui ont été pris par l'État, par le gouvernement. Tout à fait. C'est tout à fait normal. C'est étalé sur 10 ans, vous dites? 6 ans. 6 ans. Pour résorber l'intégralité des contractuels. Oui. Faudrait-il d'abord commencer? Et c'est pour ça qu'on insiste sur cette première vague de 11 015. Tout à fait, tout à fait. Et je tiens à rassurer aussi les syndicats des secteurs concernés. D'accord.
qu'ils seront associés en tant que personnes ressources, parce qu'ils pensent que nous allons les écarter, mais pour plus de transparence, ils seront associés au processus. À la sélection. Oui. Au niveau de ce concours. Au niveau de ce concours. Ça, c'est au niveau des enseignants contractuels, c'est bien ça? Ça, c'est au niveau des contractuels de l'éducation. Juste une précision, Madame la ministre, relativement toujours à ce concours. Est-ce à dire que le gouvernement nigérien ne va plus engager des contractuels, de nouveaux contractuels, j'allais dire, jusqu'à l'épuisement du stock actuel? Tout à fait. C'est même ça. Il n'y aura plus de recrutement de contractuels. Quand le concours sera effectif? Ou bien à partir de maintenant même c'est arrêté? À partir de maintenant même c'est arrêté. Il n'y a plus de contractuels. Ah d'accord. C'est bon à savoir. D'accord. C'est ça, j'ai dit. Madame la ministre, outre le secteur donc, de l'enseignement, d'autres recrutements sont prévus, notamment le secteur de la santé. Oui. C'est de ça que je parlais. Quelles sont les dispositions prises pour la réussite et la transparence de ces opérations? La réussite et la transparence. Vous savez, en dehors des contractuels, il y aura les contractuels de la santé qui sont au nombre de 6 000 aussi. 6 000, voilà. Nous avons saisi les finances pour la disponibilité des postes budgétaires. Nous ne les avons pas reçus encore. Oui, donc on attend les finances pour ça. Et je me permets d'annoncer aussi le concours des spécialistes et des paramédicaux pour la santé. Il y aura aussi le concours pour le ministère du pétrole. Du pétrole. Oui. Qui a demandé 192 et qui n'a eu que 100. Que 100. Oui. C'est déjà bon. Il y aura aussi celui du ministère des Finances. Ça aussi, les postes... Qui est très attendu. Oui, qui était, un concours de 800 qui avait capoté. Qui avait suite capoté. aux contestations également, tout à fait. justement. Oui. Bientôt, cette année, c'est ça? Bientôt. Et c'est environ 400 et quelques. Donc, pour la réussite et la transparence de ces opérations, le respect strict des dispositions prévues par la fonction publique sera de mise. Ça, ne vous en faites pas pour ça. Vous voulez parler de l'implication de tous les acteurs? De l'implication de tous les acteurs. Personne ne pourra se mettre dans son coin et décider des choses? Non, je ne pense pas. En cas de contestation, nous n'avons pas intérêt. Ça n'arrivera pas. Parce que si les syndicats, vous savez comment ils sont. Non. Dès que quelqu'un pense que ces militants ne sont pas intégrés, c'est les contestations, là on revient. Ah non. Nous avons la chance. Maintenant, les syndicats nous laissent travailler. Oui. Il n'y a plus de pression. Madame la ministre de la fonction publique dont vous avez la charge est accusée de beaucoup de mots: inefficacité, corruption, favoritisme, démotivation, incompétence, absentéisme et j'en passe. Que répondez-vous et surtout quelles sont vos initiatives pour y faire face? Est-ce que d'abord, pour commencer, vous reconnaissez tout ce qui a été dit? Vraiment, je ne reconnais pas. Vous ne reconnaissez pas? Je ne partage pas cet avis. Expliquez alors. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, c'est sur quelle étude vous vous êtes basé pour accuser la fonction publique? L'opinion publique. L'opinion publique. L'opinion publique, je ne pense pas que ce soit l'opinion publique. Ah oui? Oui, parce qu'au niveau du ministère, nous avons une boîte à suggestions. Et nous n'avons jamais reçu de plainte par rapport à ça. Madame, on va point par point. Oui. Inefficacité, qu'on a dit. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, en âme et conscience, on peut aujourd'hui estimer que cette administration elle est efficace avec tous les problèmes souvent qu'on voit qui sont gérés dans nos administrations? Et que souvent on n'arrive pas à consommer les crédits mis à disposition par les partenaires. Par quel partenaire? Les partenaires du Niger. Même le budget de l'État. Non, non, non. Il y a certaines administrations qui n'arrivent pas à consommer le budget qu'on a alloué. Pas au niveau de mon ministère. Non, on parle de manière générale. Vous parlez d'une manière générale. Non, pas de votre ministère. Maintenant, je gère l'administration publique, mais ce que vous oubliez, il y a une inspection générale de la gouvernance administrative. C'est à travers cette gouvernance, cette inspection-là. Elle n'existe plus, madame la ministre. Elle n'existe plus, non. Je parle d'avant. Elle vous revient, madame la ministre. Elle me revient, mais jusque-là, on n'a pas encore fait la passation. Rien n'est fait jusqu'à présent. La corruption. La corruption, non. Ce que je vous ai dit, nous avons une boîte. Nous avons une boîte à suggestion. Moi, je me limite à la fonction publique. Il n'y a plus de favoritisme dans Il n'y a plus de favoritisme. Maintenant, les gens qui viennent, c'est quand ils méritent qu'on les prenne. Tout à fait. Aujourd'hui, même le recrutement. Tout à fait. D'accord. Oui. Ça, c'est bon, ça avance. Démotivation. La démotivation, oui. Il y en a. Il y en a. Et qu'est-ce qui explique cette démotivation? Les agents sont démotivés.
Parce que maintenant, dans notre administration, il y a beaucoup de cadres qui sont là, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de responsabilité, ce qui n'est pas normal. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ces cadres qui sont là, dont on reconnaît qu'ils sont là et qui sont valables et qu'on les laisse à côté? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qui démotive. Ça démotive. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ça, il faut voir, comme je l'ai dit toujours, l'organisation du ministère à travers les directions des ressources humaines. Aujourd'hui, il y a au moins une réalité qui est là. Nous sommes sous la refondation du pays. Oui. C'est une nouvelle gouvernance qui est là. Donc, il n'y a pas ces partis politiques où on peut penser parce qu'un tel est tel militant de tel parti, il ne mérite pas. Donc, comment on peut expliquer que cette situation continue même sous la refondation et que des gens soient démotivés, qui sont compétents, valables, ils sont assis chez eux et on ne les utilise pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les responsabiliser. Il faut promouvoir les agents selon leur mérite. Et quelle est votre petite idée par rapport à ça? Puisque vous êtes ministre de la fonction publique, peut-être les autres ministres sans doute vont écouter, hein, parce que votre ministère il est transversal. Donc voilà, c'est pour ça souvent on vous pose ces questions. Donc maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est... Si vous avez suivi tous les entretiens qu'on a eus, chaque ministre qui vient, à qui on pose la question, il dit la ministre de la fonction publique va arriver. Et vous êtes là, donc on aimerait bien comprendre, madame la ministre. Il faut vraiment rendre performant le système d'inspection des services. D'accord. Les inspecteurs de services sont là, ils n'ont qu'à veiller. Veiller. Oui. Voilà. D'accord. Oui. L'incompétence. Moi, je ne... Vous reconnaissez ou pas? Je ne reconnais pas. D'accord. Ils sont compétents, ça, on mes est d'accord. Parce qu'au Niger, on a des cadres très compétents, oui, je reconnais. Très compétents. Oui. Très compétents, ça, on en a. Oui. Maintenant, c'est l'autre aspect qui ne sont pas utilisés. Oui. Donc, comme vous avez dit, maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut voir le fonctionnaire nigérien à l'extérieur. Ça, on est d'accord. Comment est-ce qu'il représente son pays? Tout à fait. Oui. D'accord. Et pour finir, l'absentéisme, ça existe toujours ou pas? Les gens viennent au travail ou pas? Les gens viennent au travail. Avec l'inspection générale de la gouvernance, j'aurai maintenant le pouvoir d'aller vers les autres ministères pour contrôler. On va suivre ça. Vous allez suivre. Quelle est aujourd'hui votre politique pour remettre les Nigériens au travail et pour plus d'efficacité de la fonction publique nigérienne, Madame la ministre? Oui, puisque je dois préciser, cette question de remise des Nigériens au travail, presque chaque gouvernant qui vient insiste là, ce n'est pas aujourd'hui seulement. Oui. Tous ceux qui ont succédé à la tête de l'État parlent de la remise des Nigériens au travail. C'est quoi ce concept de remise des Nigériens au travail? C'est-à-dire que les Nigériens ne travaillent pas ou c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez comme idée de... Il faut responsabiliser les agents. D'accord. Il faut bannir la culture de l'impunité, promouvoir les agents selon les mérites, le changement de comportement pour développer la notion du sens du service public. Oui. Et c'est le cas sous cette refondation? Je pose la question. Ça fait 30 mois que vous êtes là. Quel est le constat? Le constat? Oui, le constat de ce que vous venez de dire. Le constat? Oui, c'est ça. D'accord, allez-y. Quel est le constat à votre niveau pour cette refondation? Parce que vous avez demandé de responsabiliser les agents. Les agents, de leur faire confiance. Oui. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est le cas. D'accord. Mais là, vous n'avez pas parlé de rigueur et de sanctions. Vous semblez privilégier la carotte et non le bâton. Vous savez, les sanctions, ça se passe à deux niveaux. Au niveau interne, il y a les sanctions, il y a les demandes d'explication. Après, il y a le blâme, avertissement. Ça, c'est au niveau interne. C'est après que nous, on nous renvoie. Et nous, on gère ça à travers la direction de la discipline et du contentieux. Et jusque-là, nous ne recevons pas beaucoup de dossiers par rapport à cette direction-là. Donc moi, je me dis qu'il n'y a pas de problème. Ça m'amène à poser cette question, Madame la ministre. Parce que quand vous dites que vous ne recevez pas de plaintes, vous ne recevez pas ceci, est-ce qu'il n'y a pas ici un problème de visibilité de votre propre ministère, Madame la ministre? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des agents qui vont aller sensibiliser les gens, informer les gens par rapport à vos propres services, que par exemple s'il y a des difficultés, le rôle des différents services qui sont au niveau de votre ministère. Est-ce qu'il n'y a pas de méconnaissance de votre ministère même dans son rôle? Non, c'est pas ça. En fait, le problème, ça se pose au niveau des directions des ressources humaines des différents ministères. Vous pouvez jouer un rôle de sensibilisation, de campagne, d'approche, un rôle d'explication, un rôle de quoi? D'interpellation. On le fait. On le fait à travers les directions des ressources humaines.
Toujours même par rapport à cette question de remise des Nigériens au travail, parce que j'ai dit, chaque fois, on nous rabâche les oreilles de remettre les gens au travail. Je pose cette question. Est-ce qu'on peut remettre les Nigériens au travail quand souvent les agents sont sous-payés ou souvent même qu'ils n'ont pas leur salaire? Est-ce qu'on peut vraiment remettre les gens au travail quand les agents sont sous-payés et souvent qu'ils ne sont même pas payés dans certains cas? Parce que je pose la question pourquoi, vous savez, il y a quelques mois, la ministre, je crois que c'est la ministre de l'Éducation nationale, quand il y a eu des menaces de grève dans le secteur de l'éducation, je crois qu'elle a fait quelques visites dans des écoles pour demander aux gens de reprendre les cours et tout, et il y a eu vraiment des réactions, des gens qui disent, bon, on veut bien reprendre le travail, mais il faut être payé avant de reprendre le boulot. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut remettre les gens au travail quand certains agents sont sous-payés et qui n'ont même pas de salaire? Le fonctionnaire nigérien, il est résilient. Ah, elle est résiliente, ça c'est sûr. Oui. De réforme en réforme, Madame la ministre, On y va. quelle réforme avez-vous initiée pour moderniser l'administration en rapport avec le Haut Commissariat à la modernisation de l'État qui est revenu récemment sous votre responsabilité? Voilà. Donc ce rattachement, nous l'attendons depuis longtemps. Depuis? Oui. Et il a fallu quelques semaines. Il a fallu quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ça alors? Parce que beaucoup de gens attendaient aussi depuis longtemps. Oui. Parce que ça fait plus de 10 ans que cette institution est là. Hein. Tout à souvent, fait. les gens parlent de peu de résultats. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui va changer maintenant que c'est venu chez vous? Nous avons une direction de la réforme administrative qui a les mêmes attributions que l'ancien Haut Commissariat. À titre d'exemple, le premier programme intégré de modernisation de l'administration publique a été conçu par notre ancienne direction de l'époque avant d'être récupéré par le Haut Commissariat pour élaborer sa stratégie de modernisation. Donc vraiment, c'est une direction qui est là au niveau du ministère qui va se mettre au travail. Et qu'est-ce qui va changer désormais que vous l'avez? Aujourd'hui que cette direction est sous votre responsabilité. Il y aura des changements qui vont venir. Votre ministère hérite même du patrimoine du Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Est-ce qu'à dire que vous allez réformer cette direction des réformes? Nous n'héritons pas du patrimoine. Cela peut vous revenir le patrimoine à travers le ministère des Finances. C'est pas évident. Parce que le ministère des Finances, c'est à lui d'en juger. Il peut décider de vous concéder. Oui. Est-ce à dire que cela va vous permettre de moderniser ou de rendre beaucoup plus visible votre direction des réformes? Tout à fait. On sait que des institutions comme le Haut Commissariat à la modernisation de l'État sont généralement, en tout cas, bénéficient de beaucoup de financement des partenaires du Niger. Est-ce que, en rattachant cette direction au ministère, est-ce qu'on ne va pas perdre ces financements? Pourquoi est-ce qu'on va perdre ces financements? Je ne pense pas. Mais Madame la ministre, quelles sont les initiatives et actions dans le cadre de notre confédération AES s'agissant de votre portefeuille ministériel? Est-ce que vous vous rencontrez avec les ministres des autres pays de l'AES? Oui, On aimerait comprendre les initiatives et actions. Nous avons une autre troisième rencontre à Genève. D'accord. Dans le cadre de cette mise en œuvre de la feuille de route pour l'harmonisation des politiques en matière de fonction publique, de travail, emploi et de protection sociale. Des volets ciblés concernant l'harmonisation des bonnes pratiques en matière de digitalisation des procédures de la fonction publique, la gouvernance de la migration de main-d'œuvre, la mise en place d'instruments permettant la portabilité des prestations en matière de sécurité sociale au sein de l'espace confédéral. Et bientôt, nous aurons l'honneur d'organiser les ateliers pour l'élaboration des outils, des deux derniers volets cités si haut. Enfin, pour terminer, Madame la Ministre, quel cadre approprié de mesure des résultats et d'appréciation de la performance des actions de votre département ministériel avez-vous mis en place et quelles sont les perspectives majeures attendues de votre ministère? Le cadre de mesure de résultats et d'appréciation de la performance d'action est fixé par le décret 2025-482 du 4 septembre 2025 fixant le contenu et la forme des outils d'évaluation et précisant les modalités d'évaluation de la performance individuelle des agents de la fonction publique de l'État. Les avancements à venir se feront sur la base de l'évaluation. Et jusqu'ici, il n'y a que le ministère de l'Éducation nationale qui a entamé le processus d'évaluation sur la base de ces décrets. Et Nous avancons, je ne sais pas, nous attendons. Jusque-là, ils n'ont pas réagi.
Maintenant, les perspectives? Maintenant, les perspectives. Ce qu'ils doivent savoir, ce n'est pas sur la base de la notation subjective comme auparavant que les agents seront notés. C'est sur la base de ces nouveaux outils d'évaluation. Donc, la commission d'avancement 2026, il y a beaucoup d'agents qui ne seront pas évalués parce qu'ils n'ont pas tenu compte des outils d'évaluation. Maintenant, pour ce qui est des responsabilités de votre ministère, à quoi doit-on s'attendre dans les mois et années à venir en termes d'amélioration de la vie des Nigériens de façon générale et des travailleurs en particulier? Qu'est-ce que vous comptez mettre en œuvre pour améliorer votre secteur? La mise en œuvre de ces outils d'évaluation-là, oui, c'est un grand pas pour notre ministère. Parce que vous voyez, auparavant, chaque agent est noté 20 sur 20 pour avoir un reclassement. Mais maintenant, ce n'est plus sur cette base. Il y a plusieurs fiches. Ils sont au nombre de 6, ces fiches. Il y a les fiches de poste qu'il faut remplir par son supérieur hiérarchique. L'agent est noté. Chaque agent, du cadre supérieur jusqu'à l'auxiliaire, ils sont notés. C'est sur cette base-là que les agents sont évalués. Je veux savoir, Madame la Ministre, quelle promesse faites-vous aux travailleurs nigériens quant à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail les prochains mois et voire les prochaines années? Qu'est-ce que vous pouvez leur promettre? Est-ce que ça va changer ou est-ce que ça va se stagner? Est-ce que ça va s'améliorer? Mais il y a un changement déjà qui est en cours. La remise des agents au travail. Aujourd'hui, je me dis que les agents de l'État, ils travaillent. Ou bien ils ne vont pas au travail, ils travaillent. C'est déjà un changement. Alors qu'auparavant, il y avait un laisser-aller. Ce n'est un secret pour personne. Pour conclure cet entretien-là, qu'est-ce que vous allez ajouter? Quel sera votre message? Mon message? Oui, donc j'adresse ma reconnaissance aux agents du ministère dont l'engagement a rendu ce résultat possible. Je remercie aussi les partenaires sociaux, bien qu'on les a oubliés un peu cette année. Les syndicats. Les syndicats. Comme vous avez dit, vous avez de très bons rapports avec ces syndicats. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu insister. En tout cas, je les remercie. On voit que aujourd'hui, c'est un syndicalisme de responsabilité. Hein. Pas comme avant où souvent la politique a pris le pas. On voit que vraiment les syndicats sont vraiment devenus responsables parce qu'il y a moins de grèves. Hein. Et puisqu'il n'y a pas de grève, on ne peut pas poser d'autres questions par rapport aux syndicats. Donc je les remercie beaucoup pour leur collaboration dans le cadre du maintien du dialogue social. Et j'ai aussi une pensée pieuse à toutes les forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur dans le cadre de la défense de la patrie. Je vous remercie de votre attention. Merci aussi à vous, Madame la Ministre, pour cet entretien et tout ce que vous avez dit durant cet échange, notamment par rapport à ces questions de recrutement qui concernent beaucoup de jeunes qui sont là, qui attendent. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez en tout cas rassuré certains, puisqu'il y aura le recrutement dans le secteur de l'enseignement, vous l'avez dit, d'ici la fin de l'année. Et c'est une bonne nouvelle aujourd'hui qu'on doit retenir, puisque ceux qui attendent ce recrutement-là doivent savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont la réponse. Pour les autres, vous avez dit, c'est en fonction des budgets. Des budgets et le ministère des Finances est là, parce qu'il faut qu'il y ait des postes budgétaires avant qu'on ne pense à faire des recrutements. Et ça, vous avez raison. Et sans doute que, comme l'État a pris l'engagement de ne plus avoir la contractualisation, c'est sûr que même de ce secteur-là, ça va venir. Sur les autres réformes au niveau du ministère, ça, vous l'avez vous-même dit, on voit que les choses changent, les choses bougent beaucoup, surtout au niveau du ministère de la fonction publique. Vous avez dit qu'il n'y a plus d'absentéisme et que les gens sont au travail. On espère maintenant, avec l'agence qui est revenue chez vous, de modernisation de l'État, que l'efficacité de l'administration que tout le monde attend va venir. Vraiment, merci. Merci infiniment pour cet entretien. On va s'arrêter là. Merci à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien avec la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Mme Aïssatou Ablaye Tondi, qui vient de nous présenter le bilan de ses activités après 30 mois passés à la tête de ce ministère. La ministre a évoqué la question du recrutement dans la fonction publique où nombreux sont les jeunes qui attendent d'avoir un numéro matricule qui va leur garantir un emploi de leur vie active. Et là, la ministre a dit que l'État a pris toutes les dispositions nécessaires pour y répondre à cette préoccupation de la jeunesse. Excellente soirée à tous. Au revoir.